Salut les réfractopotes et bienvenue. Salut à toutes et à tous, contente de vous retrouver ici sur la caverne du réfractaire. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet vraiment fondamental, des connaissances qui peuvent faire toute la différence en cas de coup dur, les gestes essentiels de premier secours. On va explorer ça en s'appuyant sur un article très pertinent de Crimo Toretto, disponible bien sûr sur notre plateforme lacaverneduréfractaire.fr. Absolument. Et il faut vraiment insister sur l'importance de ces gestes, surtout dans la perspective qui est la nôtre ici. Quand les systèmes habituels sont dépassés, quoi. Oui. Quand l'aide met du temps à arriver ou n'arrive pas du tout, savoir réagir vite et bien, c'est reprendre une part de contrôle. C'est pas juste une option, c'est une base de la résilience pour tout réfractopote qui envisage sérieusement différents scénarios. C'est tout à fait ça. On évoque souvent cette fameuse rupture de la normalité. Dans ces moments-là, les risques du quotidien peuvent s'amplifier. Une coupure en cuisine avec des outils peut-être inhabituels, Ah oui. une brûlure près d'un chauffage d'appoint, une chute dans un environnement moins éclairé ou plus encombré, sans parler des problèmes de santé qui peuvent survenir soudainement. Si l'accès aux soins est compliqué, notre capacité à agir en premier recours devient vitale. C'est une question d'être autonome. Exactement. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer ensemble ces gestes qui sauvent et le matériel de base à prévoir en nous basant sur les conseils de l'article. Ok. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller consulter l'article complet sur la caverne du réfractaire.fr. Vous y trouverez plus de détails et d'autres ressources pour affûter votre préparation. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Pourquoi cette maîtrise des premiers secours est-elle si particulièrement cruciale dans les contextes de crise ou d'isolement qu'on aborde souvent sur la plateforme ? La réponse, elle est assez directe. C'est parce que l'aide extérieure peut devenir une variable incertaine. Le schéma classique « j'appelle, ils arrivent, ils prennent en charge », il risque d'être brisé. Dans ce cas, le premier intervenant, c'est la personne qui est sur place. Pour soi-même, pour un proche, pour un voisin. Oui. Connaître les bons gestes, ça permet de stabiliser une victime, d'éviter une aggravation dramatique et de gagner un temps précieux, parfois vital, en attendant une aide qui sera peut-être limitée ou retardée. C'est le maillon initial indispensable quand la chaîne est rompue, quoi. C'est vraiment une démarche de résilience active, une façon concrète de prendre soin de son entourage et de soi-même. Ça renforce notre autonomie et celle de notre petit groupe en quelque sorte. Tout à fait. D'ailleurs, vos retours nous intéressent beaucoup. Comment vous abordez cette question ? Avez-vous déjà été confronté à ce type de situation ? Partagez vos réflexions dans les commentaires de l'article sur le site, ça enrichit vraiment toute la communauté. Oui, c'est une excellente idée. Alors, quels sont ces gestes essentiels mis en avant par Crimo ? Commençons par une urgence absolue. L'hémorragie abondante. Là, le temps est vraiment compté. Concrètement, alors, quelle est la marche à suivre selon l'article ? La priorité, c'est d'exercer une pression directe Et forte. sur la plaie. On utilise un tissu propre, idéalement des compresses stériles, du kit de secours, mais bon, en urgence, un t-shirt, un linge, ça fera l'affaire. L'important est d'appuyer, sans relâche. Oui. Si c'est un membre qui est touché, le surélever au-dessus du niveau du cœur, ça aide aussi à diminuer le saignement. Et une précision tactique importante que l'article souligne, si le premier pansement ou le tissu est plein de sang, saturé, on ne l'enlève surtout pas. Ah oui, c'est vrai. On risque de détruire le caillot qui essaye de se former. Donc on rajoute une autre couche par-dessus et on continue de maintenir la pression. La compression continue, c'est vraiment l'élément clé ici. Et en point essentiel, c'est peut-être du bon sens, mais c'est crucial en situation dégradée. L'hygiène. Ah oui. Si on a des gants jetables dans son kit, on verra tout à l'heure qu'ils sont indispensables, c'est le moment de les mettre. Exactement. Ça protège la victime d'une surinfection, et ça nous protège nous aussi d'ailleurs. La propreté relative du matériel, c'est un vrai défi dans certains contextes, mais faut y penser. C'est clair. Deuxième scénario fréquent, surtout avec des moyens un peu de fortune pour cuisiner ou se chauffer, la brûlure. Qu'est-ce que l'article nous recommande ? Alors là, le geste réflexe immédiat, c'est le refroidissement. La règle des 15, elle est souvent citée. 15 minutes sous l'eau fraîche. Oui, fraîche mais pas glacée. Pas glacée, exactement. L'eau du robinet, ça convient, à environ 15 degrés Celsius et à 15 cm du jet. L'objectif, c'est de stopper la cuisson des tissus en profondeur et d'atténuer la douleur. Et l'article insiste aussi sur « on ne perce jamais les cloques ». Non, jamais. Elles forment une protection naturelle. Après le refroidissement, on couvre avec un pansement stérile ou un linge propre qui n'adhère pas.
Et cette action de refroidir, il faut vraiment la faire le plus vite possible. Chaque minute compte pour limiter la profondeur de la brûlure. C'est typique d'une situation où une réaction rapide et correcte change radicalement le pronostic et la guérison. Exactement. On passe à un geste plus impressionnant peut-être, mais parfois nécessaire, la réanimation cardio-respiratoire, ou RCP. Oui, là on touche au maintien des fonctions vitales quand tout s'arrête. L'article rappelle la séquence RSCP. D'abord, vérifier la conscience, lui parler, stimuler doucement. Ok, Ensuite, vérifier la respiration. Est-ce que la poitrine bouge? Est-ce qu'on sent le souffle? Si la personne est inconsciente et ne respire pas ou respire de façon anormale, il faut démarrer le massage cardiaque sans tarder. d'accord. La technique de base, c'est des 30 compressions thoraciques, rapides et profondes, au milieu de la poitrine. L'article mentionne les insufflations, le bouche à bouche, après les compressions, mais il précise bien si formé et si possible. C'est une nuance importante, surtout dans un contexte potentiellement difficile. Oui, tout à fait. La RCP, c'est épuisant et c'est technique. Une formation pratique est vraiment recommandée pour bien positionner ses mains, avoir le bon rythme, la bonne profondeur. Oui, Et savoir réaliser les insufflations efficacement et en sécurité. Sans formation, se concentrer sur des compressions thoraciques continues et de qualité, c'est déjà crucial. et on continue jusqu'à quand? On continue jusqu'à l'arrivée des secours, s'ils sont joignables bien sûr, ou jusqu'à un signe de reprise de la respiration de la personne. Clairement, la formation fait toute la différence. Des organismes comme la Croix-Rouge, la Protection civile, y proposent ces formations un peu partout. Se former, c'est se donner les moyens d'agir. C'est ça. Mais déjà, connaître la théorie, savoir qu'il faut faire quelque chose, c'est un premier pas fondamental que l'article met bien en lumière. Absolument. Quatrième point, que faire face à une suspicion de fracture ou d'entorse, après une chute ou un choc? Alors là, le maître mot, c'est immobiliser, ne pas aggraver. L'article insiste sur le fait de limiter au maximum les mouvements de la victime, surtout s'il y a une suspicion d'atteinte au dos ou au cou. D'accord. Pour un membre, l'objectif c'est de l'immobiliser dans la position où on l'a trouvé. Surtout, ne pas chercher à le redresser ou à le manipuler. Et pour immobiliser, on fait avec les moyens du bord, comme le suggère l'article, des bouts de bois, du carton rigide, un journal roulé. Une écharpe pour soutenir à bras. Voilà, une écharpe. L'idée, c'est de créer une sorte d'attelle improvisée qui maintient l'articulation au-dessus et en dessous de la lésion supposée. On peut utiliser du tissu pour rembourrer un peu, éviter les points de pression. Et le froid? Ah oui, appliquer du froid, un linge humide, une poche de froid improvisée, mais attention, jamais directement sur la peau, ça peut aussi aider contre la douleur et le gonflement. C'est ça. L'objectif, c'est la stabilisation et le confort relatif, pas la réparation. Une mauvaise manipulation peut faire d'énormes dégâts supplémentaires. On immobilise, on calme, on couvre. Dernier point des gestes essentiels abordés dans l'article, savoir reconnaître et gérer un état de choc. Alors attention, pas le choc électrique, mais cette défaillance générale de l'organisme suite à une agression, une hémorragie, une blessure grave, une allergie. Oui, c'est une urgence qui peut être discrète mais qui est redoutable. Les signes à repérer, une pâleur, des sueurs froides, la peau moite, le pouls rapide et faible, une respiration rapide et superficielle, parfois une agitation ou au contraire une grande faiblesse. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait? Et ensuite, il faut surveiller très attentivement la respiration et le pouls. Et absolument crucial, garder la personne au chaud. Ah oui, essentiel. Le froid aggrave l'état de choc. C'est là que la fameuse couverture de survie qu'on doit tous avoir dans notre kit prend tout son sens. Il faut couvrir la personne, la garder au calme, la rassurer. Le stress est un facteur aggravant majeur dans ces cas-là. Tout à fait. Bon, on a vu les gestes. Mais pour agir, il faut un minimum d'outils. L'article détaille le contenu de base du kit de premier secours du réfractopote. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, la base recommandée est assez complète. Il y a des pansements de diverses tailles, des compresses stériles pour nettoyer et couvrir, un désinfectant cutané type chlorhexidine, c'est moins agressif que l'Aircol sur une plaie, des bandes de gaz et des bandes extensibles, du sparadrap, si possible hypoallergénique, des ciseaux à bourron, ça c'est essentiel pour couper des vêtements ou des bandages sans blesser, une pince à épiler fine pour les échardes ou les petits corps étrangers, des gants jetables, plusieurs paires c'est mieux, et l'indispensable couverture de survie, on vient d'en parler. C'est un socle solide, oui. Mais il faut absolument le personnaliser. Pensez aux médicaments spécifiques des membres de la famille, les traitements chroniques, avec une petite réserve. Oui, important ça.
Les traitements d'urgence pour les allergies connues, l'adrénaline auto-injectable par exemple, si quelqu'un en a besoin. C'est primordial, ça. Et ce kit, il doit vivre? Vérifier les dates de péremption régulièrement, c'est indispensable, surtout pour les produits liquides comme les désinfectants ou certains médicaments. Oui, ça périme vite ces choses-là. Et bien sûr, adapter le contenu à son environnement. Est-ce qu'on est en ville, à la campagne? Est-ce qu'il y a des enfants? Un kit pour la maison et peut-être un autre plus compact dans son sac d'évacuation ou son EDC. Enfin, EDC, oui. D'ailleurs, avoir un contenant solide et bien organisé pour ce kit, ça fait gagner un temps précieux. Savoir où trouver chaque chose rapidement, c'est crucial quand on est dans l'urgence. C'est clair, hein. Et n'oublions pas que pour bien réagir sous stress, il faut être soi-même en forme. Maintenir une bonne hydratation, c'est fondamental. Avoir une gourde filtrante comme celle d'Oco par exemple, ça peut garantir l'accès à de l'eau saine en toutes circonstances. Bonne idée, oui. Prendre soin de son bien-être général aussi, peut-être avec un coup de pouce naturel via les compléments sans arôme pour gérer le stress et soutenir l'immunité, ça aide à mieux faire face. Hmm. Et si on a besoin de chercher une information médicale précise en ligne, dans un contexte peut-être un peu incertain, utiliser un VPN comme ProtonVPN pour sécuriser sa connexion, c'est une bonne pratique de sécurité numérique. Très juste. Et le conseil ultime concernant ce kit Vivet, ne pas se contenter de l'avoir. Il faut l'ouvrir, regarder ce qu'il y a dedans, comprendre à quoi sert chaque élément. Se familiariser, quoi. Oui, s'entraîner à poser un pansement compressif simple, à utiliser à couverture de survie, se familiariser avec son matériel avant d'en avoir besoin, c'est vraiment la clé. Tout à fait. Bon, on arrive à la conclusion de l'article de Crimo. Quel est son message final pour les réfractopotes? Le message est limpide. Les premiers secours, ça ne s'improvise pas dans l'urgence et le chaos. C'est la préparation en amont, la connaissance même basique et l'entraînement qui permettent d'agir efficacement quand ça compte vraiment. C'est un investissement pour sa propre sécurité et celle de son entourage. Un geste simple, mais bien maîtrisé, peut changer un destin. C'est une capacité précieuse à développer. Et c'est aussi ça l'esprit de la communauté des réfractopotes. Partager ses savoirs, s'entraider. N'hésitez d'ailleurs pas à partager vos propres astuces de kit, vos expériences ou vos questions dans les commentaires sur lacaverneduréfractaire.fr. L'échange nourrit la préparation de tous. Oui, allez-y. Et pour vous donner envie de rester à l'affût, Crimo nous prépare un prochain article sur un autre pilier de la résilience, la sécurité domestique en période troublée. Comment protéger son foyer, un sujet essentiel. Ah oui, très intéressant. Pour ne pas le rater, le mieux est de s'abonner à la newsletter ou de suivre la plateforme sur les réseaux. Bon, en résumé de notre discussion qui s'appuyait sur l'article, on a vu l'importance vitale des premiers secours quand l'aide officielle est défaillante. Les gestes clés. Stopper une hémorragie, refroidir une brûlure, pratiquer la RCP si nécessaire, immobiliser une fracture suspectée et gérer un état de choc. C'est ça. Et l'indispensable nécessité d'un kit adapté, personnel et surtout qu'on sait utiliser. Voilà un aperçu dense, mais je crois essentiel. Un grand merci à vous, chers réfractopotes, pour votre écoute fidèle et votre engagement au sein de la caverne du réfractaire. Et pour s'unir, ce petit rappel qui nous tient à cœur, pour que la caverne du réfractaire continue d'exister et de proposer des contenus indépendants et utiles, votre soutien est précieux. Comment faire? C'est simple. Visitez régulièrement le site lacaverneduréfractaire.fr, n'oubliez pas le .fr. Visitez régulièrement le site, parlez-en autour de vous, partagez les articles, nos échanges. Visitez régulièrement le site, abonnez-vous à la newsletter, suivez-nous où vous le pouvez. Visitez régulièrement le site, participez activement. Les commentaires sous les articles du blog sont un lieu d'échange formidable pour toute la communauté. Visitez régulièrement le site et si vous le pouvez et si le cœur vous en dit, un don, même modeste, aide concrètement à maintenir la plateforme en vie et à développer de nouveaux contenus. Merci infiniment pour votre soutien, quelle qu'en soit la forme. Restez vigilants, préparés et solidaires.